Bienvenue aux Imaginales de l'habitat fertile d'Est Métropole Habitat. C'est un plaisir de lancer avec vous, chers partenaires, chers collègues d'Est Métropole Habitat et du GIE La Ville Autrement, ces 2 semaines de réflexion autour de ce que doit être notre manière d'entretenir, de réhabiliter, d'aménager, de construire dans les prochaines années. 2 semaines pour penser l'habitat et la ville de demain, pour les faire ensemble. J'ai un plaisir tout particulier à le faire aux côtés de Agnès Touvenot, première adjointe au maire de la ville de Villeurbanne, en charge de la transition écologique de l'urbanisme et de l'habitat, de Sophie Chabot, directrice de l'ENSAL, et puis de Gabriel Sibyl, directeur de l'aménagement et de l'habitat durable chez Est Métropole Habitat. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette plénière d'ouverture de ces imaginales, je vous propose sans tarder d'entrer dans l'imaginaire de la ville de demain avec une vidéo sur le projet artistique que nous avons mené ces 2 dernières années sur la commune de Vaux-en-Velin, sur le quartier des Noirettes. Donc le projet artistique, c'est la Ferme de Lumière qui a accompagné la réhabilitation des 1000 logements sur cette commune. La Ferme des Lumières est une œuvre artistique dans le quartier des Noirettes, à Vaux-en-Velin. Ici, Est Métropole Habitat vient de réhabiliter près de 1000 logements en un temps réduit grâce à la démarche Énergie-Sprong. Des travaux menés en 18 mois seulement, avec des matériaux isolants recyclés, plus respectueux de l'environnement. Un chantier de grande envergure qu'Est Métropole Habitat a souhaité accompagner d'un projet culturel inédit. L'artiste Miloš Lužinski a vécu dans le quartier en 2020 et conçu 6 fresques lumière avec les habitants. Elles forment un triptyque diffusé sur 3 pignons d'immeubles au cœur du quartier. En février 2020, les ateliers de création ont démarré avec les habitants, très rapidement suivis par le début de la crise du Covid. Malgré cela, les habitants se sont particulièrement investis pour produire du contenu artistique, que ce soit à distance ou en petit comité dans le studio de création installé dans le quartier, en respectant les gestes barrières. C'est ce contenu qui a ensuite été utilisé pour créer les différents chapitres de la fresque. Le thème, la ville du futur. Ville virtuelle, retour vers la nature, ville sous-marine, sont autant de visions positives de notre avenir commun. Miloš Lužinski et 6 artistes associés ont conçu les univers graphiques de cette œuvre immersive. La société Novelty a déployé le matériel de projection dans un site inhabituel et pour une année entière. Depuis décembre 2020, les soirées sont illuminées par la projection de ces fresques. Une œuvre artistique complète, visible depuis chez soi, qui transforme le quartier. Luis Mandon et Miloš Lužinski, on travaille à Vaux-en-Velin sur les projets de mise en lumière des quartiers des Noirettes, avec un aboutissement à la fin, donc une fresque lumineuse en grand format projetée finalement sur 3 pignons de quartier. Ce qui caractérise ce projet, c'est surtout la durée, parce qu'on a travaillé 1 an sur le quartier, donc on s'est installé en famille dans le quartier. Et l'idée, c'est qu'on a réalisé une année de résidence, on a aussi un local mis à disposition qui était notre atelier de travail. Et dans ce local, on a réalisé beaucoup d'ateliers de création avec différents artistes invités et évidemment les habitants du quartier des Noirettes. L'idée de cette année de résidence, c'était d'abord de concevoir ensemble les différentes visions de la ville du futur pour les habitants. Donc c'est les rencontrer, imaginer ensemble, écrire ces visions de la ville du futur. Pour ensuite se téléporter avec les spectateurs et les habitants du quartier vers 6 destinations dans le futur. Imaginées d'abord par les habitants. Puisqu'on a débuté les ateliers en février 2020, donc nous avons été assez vite rattrapés par la crise du Covid. Et notre réponse face à cette situation, ça a été au contraire de multiplier les possibilités de rencontres, de diversifier les plateformes de rencontres. Donc on a beaucoup travaillé en distanciel sur les réseaux sociaux. Et on a choisi justement de pas stopper le projet face à la situation sanitaire. Surtout transmettant majorité des actions au quotidien sur les réseaux sociaux. Donc, qui ont été un grand support de communication pour nous, pour raconter le projet. Pour alléger un petit peu cette situation très anxiogène et désagréable pour les habitants des quartiers.
L'implication des habitants a été vraiment très forte. On a eu des ateliers qui étaient participatifs, intergénérationnels, qui étaient vraiment dirigés à tous les âges. Et selon l'âge et la tranche d'âge, on a adapté le travail. Donc on a travaillé évidemment avec les enfants, mais on a aussi travaillé avec les parents de ces enfants, les grands-parents de ces enfants, et parfois avec des personnes qui étaient seules dans le quartier, qui n'avaient pas forcément une famille sur place, mais qui ont chacun à leur façon participé avec nous. Du fait d'être voisins, nous avons pu travailler ensemble, d'abord se rencontrer et ensuite partager un savoir-faire qui était le nôtre. Pour ce qui est des enfants, des adolescents, des jeunes, on a ouvert l'accès à du matériel, à des pratiques dans tout ce qui est nouveaux médias, on va dire. Nouveaux médias, audiovisuels, les arts plastiques, qui étaient pour certains un premier contact avec ces disciplines, et donc on espère des vocations vont naître de ce travail. Nous avons donc choisi de projeter ces fresques à partir du mois de décembre 2020. Donc chaque mois, une nouvelle fresque, un nouveau voyage vers une nouvelle ville du futur a été dévoilé. Hormis la fresque qui représente l'œuvre, c'est le quartier dans son intégralité qui fait œuvre. Le quartier, je veux dire l'espace, mais surtout ses habitants. C'est tout le quartier des Noirettes qui fait œuvre avec nous. Ce projet était imaginé en tant qu'un geste à l'échelle monumentale, à l'échelle, j'espère, urbanistique, pour ambition essayer de changer ce quartier. Ce travail est très particulier pour moi, simple raison que pour la première fois dans ma pratique artistique, je réalise un projet participatif. Je ne savais pas comment cette réalisation va se dérouler. Je pense que je sors de ce projet changé par rencontre avec les habitants du quartier, par un an de résidence ici, beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges. Oui, ce qui est très frappant quand on habite ici, quand on arrive aux Noirettes et qu'on ne connaît personne, c'est tout de suite la solidarité qui se met en place autour de nous. Et alors qu'on ne se connaît pas du tout, les gens sont tout de suite extrêmement aimables, extrêmement attentifs à ce qu'on soit à l'aise, à ce qu'on retrouve le bon magasin, le bon poste-marché pour trouver ce qu'il faut. Et c'est vraiment une transformation pour nous, surtout, j'imagine que pour le quartier, évidemment, par rapport au fait qu'il y a une fresque qui est projetée tous les soirs, mais pour nous, ça a été clairement un avant et un après cette expérience en Noirettes. Alors si vous n'avez pas encore eu la chance de voir la projection en vrai, comme disent les enfants, je vous invite à vous y précipiter avant le clap de fin qui aura lieu ce 24 décembre. Voilà, donc courez vite pour voir cette jolie projection. Ce dont parle ce projet pour moi, c'est de la beauté. Le beau, tel que je le ressens, c'est pas uniquement la qualité et l'esthétique des images que vous avez pu découvrir, et son caractère et leur caractère un peu envoûtant, merveilleusement accompagné en plus par la voix de François Pièche. Ce qui est beau, ce que je ressens personnellement à la vision de ces images, et puis aussi au propos qui est tenu par Luce et puis Miloche, c'est une profonde volonté de bien faire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je ressens aussi la mobilisation de tout un quartier. Les gens ont pu, effectivement, qu'ils soient enfants, adultes, personnes âgées, garçons ou filles, ont pu s'investir dans ce projet de manière pérenne ou de manière tout à fait ponctuelle. Et on ressent la mobilisation autour de ce projet. On ressent aussi l'engagement des équipes artistiques et des équipes d'Est Métropole Habitat et du GIE qui ont contribué à la conception de ce projet et aussi à son accompagnement sur le terrain. Et les équipes de proximité étaient partie prenante. On voit aussi dans ce projet la volonté un peu folle
d'accompagner un projet qui l'est tout autant. C'est la réhabilitation de 1000 logements dans un format Energy Strong sur le quartier des Noirettes et de Grand-Bois. Donc cette folie que l'on a conduite sur le projet de réhabilitation, on a essayé d'être à la hauteur sur le projet artistique et je crois que c'est réussi. Et puis, dernière chose, ce que je ressens fortement à la vue de ces images, c'est de la considération. Et je crois que ce que nous avons fait avec la ferme des Lumières, c'est une création qui est à l'image de ce qu'on voit habituellement pour la fête des Lumières dans l'hypercentre. Mais là où on peut être particulièrement fier, je crois, c'est qu'on a fait mieux. Excusez un petit peu ce manque d'humilité, mais on a fait mieux pour 2 raisons à mon avis. C'est d'une part qu'on a fait un projet participatif, Miloche l'a bien expliqué, et on a fait un projet au long cours. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un projet pour 4 jours, pour les habitants de la métropole de Lyon ou des touristes. On l'a fait pour des habitants pendant 1 an. Ils ont bénéficié tout au long de cette année 2021 de projections pour accompagner cette réhabilitation. Donc moi, je voulais partager ça avec vous. Le fait que ce projet, il dit finalement beaucoup du beau que nous devons à chacun et chacune, quel que soit son lieu de résidence. Et je crois que c'est ce que nous employons à faire dans nos projets aujourd'hui. Il dit beaucoup de la ville inclusive que nous appelons de nos voeux chez S Métropole Habitat et au GIE La Ville Autrement, et pour laquelle nous posons, je crois, un certain nombre d'actes forts et nous allons d'ailleurs continuer à en poser. J'invite Sophie Chabot, directrice de l'ENSAL, à venir me rejoindre pour nous dire comment ces imaginales résonnent avec le travail de son école. Merci. Alors, on a le droit d'enlever son masque quand on part. Il y a une vraie chance, hein, excusez-moi, je la pousse. Donc, alors, je voulais vous saluer déjà, remercier Madame la première adjointe au maire de Villeurbanne, Madame la directrice générale, Mesdames et Messieurs, chers confrères, chers consoeurs. Donc, je remercie en tout premier lieu Est Habitat Métropole de me faire le cadeau 15 jours après mon arrivée, de tenir la plénière d'introduction des Imaginales Habitat Fertile à l'école d'architecture. C'est pour moi un symbole, je veux y voir un symbole. Alors ces 2 symboles, vous n'avez pas le droit de me contredire, je veux y voir le symbole de la reconnaissance de la contribution des architectes finalement au dessin de la ville. Alors on peut écrire le dessin comme on veut, et au rôle actuel ou souhaitable, enfin on peut mettre aussi les adjectifs qu'on veut, dans le rôle qu'ils ont dans la conception, dans la fabrication de la ville. Et puis on sait tous maintenant qu'il faut qu'on agisse rapidement, très vite, ensemble. Alors pour plein de raisons, mais la première raison, et qui résonne avec les travaux qui vont se tenir, c'est le fait d'avoir un défi rapide sur finalement une densification, mais un travail très fort sur le confort des logements. Et on voit ça, alors moi j'ai vu ça dans mon expérience professionnelle très récente, mais c'est une demande très très forte sur un confort maximal des logements. Et vraiment, on le ressent tous à nos différents niveaux, parce que déjà il y a eu la crise sanitaire, on s'est trouvé enfermés dans nos logements, et puis parce que maintenant on télétravaille, etc., où on a des autres modes de travail qui nous attendent, et c'est très bien. Donc tous les professionnels ensemble, les habitants, les bailleurs, les élus, doivent réfléchir à ces contraintes. Puis il y a aussi redonner du sens à la ville, et ça c'est ce que vous avez fait, vous avez redonné du sens, vous parliez du beau, mais il y a aussi la question de renouer avec la nature. Alors quand je viens ici, je viens en voiture, je ne suis pas trop éco-responsable, mais dans ma vie précédente, j'étais à 5 minutes de mon logement, mais j'étais en même temps dans la campagne, donc maintenant c'est une nouvelle vie, et je vois que la nature, elle regagne quand même assez lentement du terrain en ville, et même si on a des lois qui l'accompagnent et que ça ne va pas assez vite, ça aussi ça donne du sens. Ça donne du sens, et là je vois partout des plantes, donc ça a du vrai sens. Donc les architectes, ils ont aussi un rôle à jouer dans ce sens, avec ce rôle de la nature, et finalement comment on met la nature, etc. Est-ce qu'on les met sur les murs, je vais pas, vous savez tout ça bien mieux que moi.
Et donc, bon, en un mot, je ne vais pas être trop long parce que c'est toujours un peu barbant ces discours, voilà. Mais en tout cas, je voulais sincèrement vous remercier et puis dire qu'on a à faire quelque chose ensemble. Et ce sont pour les architectes actuels, les architectes à venir. Donc encore une fois, merci, c'est un peu banal, mais c'est sincère. Voilà. Merci Madame la Directrice. Avant de rentrer dans les objectifs et le programme de ces 2 semaines d'Imaginal, on vous propose de visionner 2 très chouettes vidéos qu'ont conçues des jeunes en service civique au sein des Cités d'Or. Alors au titre que aucun d'entre nous, je pense, ne relierait, des villes plus inclusives et plus agréables, des villes plus durables et plus dynamiques. Parce que la ville de demain, finalement, ce sont eux qui vont l'habiter. S Métropole Habitat a demandé donc à ces jeunes en service civique de prendre la parole et de nous dire quelles sont leurs attentes par rapport à cette ville de demain. Alors, j'ai un petit peu triché parce que j'ai déjà vu les vidéos plusieurs fois parce qu'elles sont vraiment excellentes. Et en fait, ce qu'ils expriment à travers les attentes par rapport à la ville de demain, en fait, c'est des attentes, enfin moi je l'ai compris comme ça, par rapport à nous. Donc ça met un petit peu la pression et je vous laisse les découvrir. La ville de demain, je la vois plus inclusive, moins ghettoisée. Je la vois avec des loyers abordables, des personnes de tous les milieux sociaux, peu importe la rue que j'emprunte. Je la vois avec des familles nombreuses, des smicards qui vivraient en plein centre et vice-versa. Je la vois avec des accès simplifiés pour les handicapés, des transports qui lieraient tous les quartiers et les campagnes alentours. Parce qu'on a besoin de se croiser, de se connaître, de se reconnaître, sinon autant aller vivre à la campagne. La ville de demain, je la vois comme un lieu où chacun se sent inclus, où chacun puisse trouver sa place. Un lieu où l'origine, le genre ou la religion soient aussi bien pris en compte que fondus dans la diversité. Ma ville idéale, ce serait une ville qui me donnerait vraiment envie d'y vivre, avec des bâtiments qui seraient construits, avec des techniques vraiment éprouvées pendant des années, avec des bons matériaux, plutôt nobles comme la pierre, le bois, même l'acier. Une ville où les bâtiments seraient bien isolés phoniquement pour mieux vivre ensemble, pour ne pas déranger ses voisins, même pourquoi pas des bâtiments à énergie positive qui permettraient de faire des réelles économies au jour le jour. La ville de demain, je la vois propre, entretenue, agréable à regarder, agréable à s'enchir, agréable à vivre. Personne n'a envie de prendre soin d'un immeuble délabré ou d'une rue pleine de déchets. La saleté appelle la saleté, la propreté appelle la propreté. Je me sens plus en sécurité dans une ville propre et bien éclairée. J'évite les endroits délabrés. Pour moi, la beauté, c'est pas un luxe de riche, c'est une nécessité. Peu importe qu'elle passe par des œuvres d'artistes reconnus ou par du street art, c'est l'affaire de tous. La ville de demain, je la vois agréable à vivre parce qu'on construira différemment. Pas seulement du fonctionnel, mais du beau et de la qualité. Je la vois construite avec des bâtiments, certes pour se loger, mais aussi avec des commerces de proximité, des piscines, des salles de spectacle, des jardins, des arbres, beaucoup d'arbres. En bref, la ville de demain, je la vois urbaine, au sens d'urbanisme, mais aussi d'urbanité. La ville de demain, je l'imagine plus verte,
plus durable et qui respire plus, où les habitants pourraient être heureux d'y vivre. Et pour ce faire, on pourrait avoir des aménagements comme des parcs ou des jardins. Et si on nous dit qu'il n'y a pas assez de place autour de nous, il suffit juste de lever les yeux et de regarder sur nos toits toute la place abandonnée. On pourrait y mettre des jardins partagés, des potagers, des espaces plus verts. Et ça pourrait être les locataires qui s'en occupent. Comme ça, ils auraient des produits locaux à y apporter de main. Et ça favoriserait l'échange entre les habitants. La ville de demain, je la vois plus soudée. Je la vois refléter l'identité de son territoire. Je la vois avec des voisins qui partagent un moment dans un parc, un café, avec des citoyens qui organisent des festivals, des marchés, des fêtes de quartier, le tout dans la recherche du commun, une unité, une solidarité qui nous motive, nous rend vivants. Moi, la ville de demain, je la vois généreuse. La ville de demain, je la vois comme un lieu de partage, d'échange, un lieu où chacun puisse s'exprimer, se sentir écouté, et où les besoins de chacun sont une priorité. La ville de demain, je la vois plus fluide, avec moins de bouchons, moins de pollution, moins de klaxons, juste plus de douceur. Pour ça, il faudrait plus de transports en commun pour limiter l'utilisation inutile de la voiture, avec des péages urbains par exemple. Et il faudrait juste privilégier les vélos, les trottinettes, la marche, les rollers. Il faudrait aussi des transports de nuit, parce que la beauté de la ville, c'est que la ville ne s'arrête pas. Il y a les travailleurs de nuit, il y a les jeunes qui vont en soirée. Du coup, faudrait plus de transports. Moi, la ville de demain, je la vois vivante. Avec plus de cafés, de restaurants, d'épiceries, de coiffeurs, de fleuristes, de ce que vous voulez, bref, avec plus de vie. Une ville aussi avec plus d'occasions de répondre à ses besoins et de satisfaire ses désirs. Et une ville avec plus de rencontres aussi. Moi, j'aimerais voir une ville sans lieu mort, quitte à demander à des commerçants de s'installer dans des lieux où il n'y a pas grand-chose sans payer de loyer, et quitte aussi à lutter contre la construction abusive des centres commerciaux qui vampirisent l'activité. Alors nous voilà entrés, je crois, de la plus belle des manières dans ces imaginales de l'habitat fertile. 2 semaines, 3 webinaires, 20 ateliers pour nourrir notre projet stratégique permis d'agir dans ces 3 composantes, accompagner, oser et bien évidemment éco-construire. Avec une plénière de conclusion qui sera l'occasion dans 2 semaines de prendre un certain nombre d'engagements parce que ces imaginales, on ne les a pas conçues que comme un espace de réflexion. Elles se veulent résolument tourner vers l'action. Comment faire une ville où chacun et chacune ait sa place et envie de vivre, puisse se loger et habiter dans de bonnes conditions? Comment, par nos manières de faire, réduire les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie de l'habitat et favoriser aussi la biodiversité? Comment trouver de nouvelles manières de vivre ensemble, plus pérennes et plus justes? Parce que, en tant que bailleur social, nous pensons que la transition écologique s'accompagne nécessairement d'une transition sociale. Alors, vaste programme, vous me direz, peut-être simple dans la formulation de l'intention, mais un petit peu ambitieux au niveau des objectifs. Je crois en tout cas que le jeu, il en vaut véritablement la chandelle parce que l'habitat, le logement, c'est un bien commun. Il demande à ce titre une attention toute particulière parce que dans la cité, c'est ce que nous avons à partager, à préserver et que nous allons transmettre aussi à nos enfants. Et c'est là qu'arrive l'idée d'habitat fertile. Alors je vous partage le fait qu'au début j'ai un petit peu tiqué et puis rapidement ça a été une évidence pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que parler d'habitat fertile, c'est d'abord poser la nécessité de la quantité. Ce qui est fertile, c'est ce qui produit d'abondantes récoltes. Et c'est un sujet central pour nous. Aujourd'hui, on ne peut pas penser le comment faire différemment sans penser toujours la quantité. Parce que le manque de logements sociaux, c'est un problème. Réhabiliter plus et plus vite, c'est un enjeu. Donc nous devons collectivement à la fois penser la qualité de l'habitat et la quantité de logements. Et si j'avais une demande à vous faire, à vous, chers collègues et chers partenaires qui allez nourrir ces imaginales de l'habitat, ce serait de ne pas perdre de vue que nous devons à la fois faire différemment, mais nous devons continuer à faire suffisamment
voire beaucoup, pour tous ceux qui ont besoin de logements et de logements sociaux en particulier. Parler d'habitat fertile, c'est aussi faire référence à ce qui est fécond, à cette idée de reproduction, de renaissance. Il nul doute que pendant ces 2 semaines, vous allez aborder des thématiques autour du recyclage, du réemploi, de l'économie circulaire, du cycle de vie. Et puis enfin, parler d'habitat fertile, c'est se dire que c'est une matière qui est riche, sur laquelle il y a beaucoup à dire, et qui peut laisser place à beaucoup d'inventivité, et c'est ce que nous allons, et c'est ce que vous allez, je pense, démontrer durant ces 2 semaines. Alors ces imaginales, elles ne partent pas de rien, elles s'inscrivent dans des évolutions que nous avons conduites au sein d'Est Métropole Habitat et du GIE La Ville Autrement depuis plusieurs années maintenant, grâce à la mobilisation de l'ensemble des collègues ici présents, et je leur remercie, pour entretenir, réhabiliter, construire, aménager différemment. Mais l'idée aujourd'hui, c'est une idée tout autre. L'idée, c'est d'accélérer le mouvement. Et c'est véritablement ce que nous faisons donc, à travers notre nouveau projet stratégique Permis d'agir, qui pose, entre autres ambitions, celle de réaliser notre Big Bang écologique. C'est-à-dire, alors on a commencé à essayer de se demander qu'est-ce que ça voulait dire réaliser ce Big Bang écologique. Alors je vais vous donner des pistes de réflexion, mais nul doute là aussi que pendant ces 2 semaines, vous allez enrichir, amender, peut-être nuancer les premières pistes de travail que l'on a pu poser. Ces pistes, elles tournent autour du patrimoine net en carbone. Comment on peut aller vers ce patrimoine net en carbone? Comment on doit lutter contre la précarité énergétique en visant le zéro charge énergétique sur nos résidences? Comment on met le végétal au cœur de l'ensemble de nos projets et de nos résidences? Comment on réduit drastiquement les déchets? Comment aussi on contribue à la structuration de nouvelles filières? Voilà toutes les pistes de travail qu'on a posées. Et on s'est dit aussi que si on était nous-mêmes exemplaires en tant qu'entreprise, ce serait mieux. Donc on va essayer aussi de s'appliquer tout ça à nous, Est Métropole Habitat, et je mets aussi le GIE là-dedans, par proximité. On va essayer effectivement de travailler à l'ensemble de ces objectifs et d'être le plus exemplaire possible. Alors cette réflexion que nous avons engagée avec notre projet stratégique et que nous allons un petit peu plus loin aujourd'hui, il nous est apparu assez vite évident qu'on ne pouvait pas la conduire seul, qu'il fallait associer les collaborateurs, ça a été fait dans le cadre du projet stratégique, mais qu'il fallait aussi associer nos partenaires, et c'est ce que nous allons faire pendant ces 2 semaines. Et d'ailleurs, on l'a entendu aussi à travers le message des jeunes des Cités d'Or, message qui n'était pas subliminal, c'était de dire il faut que vous travaillez ensemble, vous, que vous soyez architecte, que vous soyez maître d'ouvrage, que vous soyez entreprise, que vous soyez habitant, on doit travailler ensemble. Pour différentes raisons, pour décloisonner nos pratiques, pour changer notre façon de réfléchir, peut-être aussi pour déconstruire un certain nombre de modèles sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, donc s'interroger un peu plus avant sur finalement la philosophie qui nous motive au quotidien, et puis avec cette idée d'engager un dialogue finalement sur les choix que nous allons devoir prendre dans les prochaines années. Alors je veux ici insister sur quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'état d'esprit dans lequel nous souhaitons travailler. C'est un point qui moi, me semble important, c'est d'être dans un état d'esprit positif. Autrement dit, on pense que cette transition écologique et sociale, elle est possible, qu'elle est probablement vectrice d'espoir et d'énergie, et qu'en tout cas, elle peut apporter un nouveau souffle à notre engagement individuel et collectif. Autrement dit, on fait le pari de quelque chose de positif, de réalisable, de possible, plutôt que de quelque chose qui tournerait autour de la peur, de la difficulté, voire de l'attentisme, voire de la superstition. Suivez mon regard du côté de la fontaine de Trévi. Un autre monde est possible et réalisable. On en est convaincu, mais il va falloir s'en donner les moyens. Et c'est tout l'objet de ces imaginales qui doivent déboucher sur un certain nombre d'engagements, une forme de contrat renouvelé que nous allons passer, nous, Est Métropole Habitat, avec vous, élus, partenaires, collègues, collaborateurs aussi, pour prendre toute notre part dans un projet écologique et social résolument désirable. Alors, telles que nous les avons rêvées, ces imaginales, elles parlent de la ville de demain. Et vous me permettrez de reprendre les mots des jeunes en service civique pour essayer de la qualifier.
Une ville plus inclusive, où chacun aurait sa place, dans laquelle on a envie de vivre. Nécessairement belle, de qualité, avec des logements, oui, mais plus de vie, avec des arbres, beaucoup d'arbres. Une ville soudée, une ville de partage, dans la recherche du commun, généreuse, vivante, avec plus de douceur. Les imaginables tels que nous les avons rêvés, c'est aussi un moment de ressourcement autour d'intervenants inspirants, un espace d'inventivité et d'imagination que nous allons essayer de mener dans la joie et la bonne humeur. Un grand merci donc à tous ceux qui participent à cette organisation, à celles et ceux qui vont animer les ateliers et les webinars, à celles et ceux qui par leur contribution, c'est-à-dire vous, les partenaires, les collaborateurs d'Est Métropole Habitat et du GIE La Ville Autrement, allez nous aider finalement à prendre des engagements forts pour les prochaines années, à celles et ceux qui assurent la logistique backstage, et surtout un immense merci à celles et ceux qui ont conçu et préparé ces imaginables. La royale Samantha Amoroso, la phénoménale Lucie Boishaut, la fondamentale Françoise Lagarde, l'orchestrale Sabrina Reynaud, la magistrale Émilie Rosé, le colossal Paul Sachot, elle était facile celle-là, et le sidéral Gabriel Civil. Un énorme merci à vous. J'invite Agnès Toubneau à venir me rejoindre et à partager sa vision des imaginables. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honorée, en effet, d'être là aujourd'hui parce que fertiliser l'habitat, fertiliser la ville, dans le contexte que l'on connaît, ça nous oblige. Alors, voilà, je vous propose cette image pour démarrer. C'est une statue réalisée par Alberto Giacometti. Elle est exposée au musée de Louisiana au Danemark. Le buste est incliné, l'homme, la femme avancent, déterminés. Nous n'avons pas le choix, pour nous, pour nos enfants. Mais les pieds sont bien ancrés dans la terre, dans une terre fertile, nécessaire à la survie. Le regard est tourné vers l'avenir. Cet homme debout est exposé dans une salle que vous voyez, qui plonge dans une clairière et dans un lac. Pour moi, cette œuvre d'art, elle résume bien ce que doit être la transition écologique et la phrase de Baptiste Morisot, « Être vivant, être de ce monde, partager avec les autres vivants une communauté de destin et une vulnérabilité mutuelle » est ce qui essaye de guider mon action politique. Plusieurs raisons. D'une part, la nécessité d'aller de l'avant, de faire, d'agir, et puis le dialogue nécessaire entre la nature et la culture. Nous avons la nécessité d'entendre la voix de l'art, de revêtir le manteau de l'histoire pour nous inscrire sur le temps long. Pour la transition écologique, nous devons, c'est un impératif peut-être catégorique, un nouvel impératif catégorique, renouer avec la sensibilité, avec l'émerveillement face au vivant. Parce que j'en suis convaincue, malgré tous les progrès, nous ne ferons pas la transition écologique seulement avec une approche technologique. Nous devons renouer avec le spectacle du vivant. Et puis, étant adjointe au maire de Villeurbanne, je ne peux pas ne pas parler de capitale française de la culture. Peut-être faut-il faire dialoguer le spectacle vivant et le spectacle du vivant. La transition écologique dure à faire, car nous avons à la fois une responsabilité immense. Je ne rappelle pas les chiffres, nous les entendons presque chaque matin à la radio et on finit par les oublier. Mais les degrés, exactement, 1,5, 1,7. Mais notre responsabilité est immense parce que finalement, on n'a pas qu'une lutte pour lutter contre la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En fait, nous devons conduire 3 luttes simultanément. La première, donc, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La deuxième, c'est la préservation et le développement de la biodiversité. Et le troisième, c'est la lutte pour la préservation des ressources. Je le disais, notre responsabilité est immense pour garantir l'habitabilité de la Terre. Et à l'échelle des villes, elle l'est encore plus, puisque les villes, elles occupent 2% de la surface planétaire et elles émettent 95% des gaz à effet de serre. Parce que nous mangeons, parce que nous nous logeons,
parce que nous nous chauffons, parce que nous nous équipons, parce que nous nous déplaçons. Et donc c'est un défi immense qui nous attend, mais ne soyons pas fatalistes. Si on renoue avec l'histoire, en 1929, quand Lazare Goujon, donc le maire de Villeurbanne, décide de se lancer dans ce grand projet urbain qu'est les gratte-ciel, c'est en pleine crise économique, et il fait le pari que la ville, les espaces publics, les équipements publics pourront améliorer la qualité de vie des habitants, des ouvriers qui peuplent la ville. Et en 2021, nous devons avoir cette même conviction que la crise écologique, sociale, sanitaire sont les mêmes facettes d'une même crise et que nous devons apporter la promesse d'une ville, et pas qu'une promesse, hein, les promesses électorales ça ne tient pas très longtemps, mais des actes qui améliorent les conditions de vie des habitants. Et ma conviction c'est que la transition écologique, elle doit apporter du mieux vivre. Je veux bien la deuxième image. La transition écologique, elle doit apporter du mieux vivre, et c'est tout l'enjeu de la santé. On l'a vu avec la crise sanitaire, avec le Covid. Le dérèglement climatique va occasionner des conséquences majeures sur notre santé humaine. Et alors, comme on n'a pas tous la chance de vivre dans les mêmes conditions de vie, forcément, la santé des plus vulnérables est atteinte beaucoup plus vite. Aujourd'hui, notre état de santé dépend à 80% de notre environnement, 15% des soins et 5% de notre patrimoine génétique. Donc on a un enjeu majeur à produire un environnement de qualité, et quand on parle d'environnement, c'est bien sûr le logement, les déchets, l'habitat, la mobilité, la végétalisation, l'alimentation, l'énergie, l'eau. Bref, c'est une approche systémique qu'il faut qu'on ait pour que notamment nous puissions garantir une ville, notamment pour les plus vulnérables. Alors, je n'ai pas vu les vidéos des jeunes, mais alors je vous propose une vision de la ville. Une ville aux mobilités fluidifiées, aux nuisances sonores atténuées, aux logements de qualité, aux loyers encadrés, des accès assurés à des services du quotidien et aux loisirs, et peut-être quelques autres éléments. Une ville qui est abritée par la végétation. Aujourd'hui, souvent la végétation, elle est un ornement. Elle est en plus... On en met quand on a de la place, quand le coefficient de pleine terre le permet, quand les sous le permettent. Peut-être pouvons-nous être abrités par la végétation. La question d'une ville qui soit mouvante et émouvante avec la question de l'art, on l'a dit, vous l'avez montré tout à l'heure, et puis mouvante aujourd'hui dans les projets urbains, on décide pour dans 25 ans, et on ne peut pas bouger la bordure du trottoir une fois qu'on l'a installé. Et bien ça, il faut qu'on arrive à construire cette ville qui puisse accueillir cette mouvance. Une ville aussi en toute discrétion. Alors on est dans une école d'architecture. Les grands noms de l'architecture, les grands gestes architecturaux sont-ils en phase avec les usages dans les logements, dans la ville? La question du prendre soin des enfants, ils sont souvent oubliés, et dans les images d'architectes qu'on nous présente, en fait les gens ils ont toujours des mesures au moins 2,50 m, voire 3 mètres. Et voilà, il faut qu'on arrive à penser cette ville, pas seulement à hauteur d'enfants, mais à hauteur de femmes et d'hommes. C'est la question de l'eau, c'est la question, bien sûr, d'un habitat où on se sent protégé. Et puis, on oppose beaucoup la question de la densité avec la transition écologique, notamment en ville, puisque toutes nos questions de végétation, ça prend de la place. Peut-être pouvons-nous inverser le discours, et c'est de se dire que la densité résidentielle n'est possible que si nous avons une ville intense en espace public, en équipement public et en lien social. C'est penser développement social et développement urbain de manière conjointe. C'est arrêter de penser les centralités seulement avec des espaces commerciaux. Et puis tout ça, peut-être finalement, le sujet fondamental, c'est la maîtrise foncière. Si nous laissons le seul marché dicter le développement et l'avenir de notre ville, nous avons la garantie d'une ville en désordre. Je veux bien l'image suivante. Ce sont des Indiens d'Amazonie. Peut-être que le combat des Indiens d'Amazonie qui se battent pour continuer à vivre sur leur terre est le même que celui que nous devons avoir aujourd'hui. Maîtriser le foncier pour pouvoir penser la ville dont ont besoin les habitants, et non pas la ville qui est dictée par une rentabilité économique d'investisseurs, qui bien sûr n'habitent pas la ville. Enfin, pour terminer, c'est la question de l'alliance. Nous ne pouvons pas faire tout seuls. Nous, les élus, nous ne sommes pas grand-chose. Vous, bailleurs sociaux, non plus.
Il faut qu'on puisse travailler ensemble, habitants, associations, entreprises locales, bailleurs sociaux, pour faire ensemble cette transition écologique. Mais il faut surtout faire ensemble pour éviter de faire contre, notamment contre les plus pauvres. Aujourd'hui, sur la question notamment de la mobilité, nous avons un enjeu majeur qui est celle d'une mobilité où on oublie les plus fragiles, on oublie ceux qui se travaillent à 15, 20, 50 km de leur lieu de résidence et pour lesquels le vélo ne sera jamais une alternative au déplacement. Et puis bien sûr, il y a ceux qui sont âgés, malades et qui ne peuvent pas marcher plus de 100 mètres et pour lesquels nos déplacements du dernier 100 mètres ne sont pas pensés. Je terminerai par un chantier peut-être. Le chantier, c'est peut-être au XXe siècle, tout au long du XXe siècle, des mécanismes de protection sociale qui ont permis, avec le Conseil national de la résistance, d'aboutir aux ordonnances de 1945, ont permis la création de protection sociale majeure. Je suis convaincue que nous aurons aussi à bâtir des mécanismes de protection climatique. Elles seront peut-être moins individuelles, plus collectives, imbriquant des échelles de territoires diverses. Le chantier est ouvert et pour moi, le logement social et encore plus être bailleur social a toute sa place. Ces nouvelles protections doivent permettre d'assurer une sécurité alimentaire, la qualité de l'air, la lutte contre les îlots de chaleur, la maîtrise des consommations énergétiques. Alors EMH est largement en avance sur tous ces sujets, vrac, sécurité alimentaire, ventilation innovante au Buer pour la qualité de l'air, des arbres majestueux à Saint-Jean, à Bel-Air, la rénovation thermique aux Noirettes. Alors il faut continuer, il faut amplifier, je ne sais pas si j'oserais dire industrialiser. En tout cas, on a un enjeu à penser la ville, non pas à l'échelle des parcelles, mais vraiment à l'échelle de la ville, pour faire ville et vivre ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Intervenir après 3 femmes, ça va peut-être me permettre de parler de la première diapositive. Voilà, ça m'apporte beaucoup de joie. Je vais vous parler de pourquoi on fait les imaginales et ensuite comment on va les faire. Je pense qu'on est face à des défis qui vont nécessiter des changements tout azimut dans nos habitudes, chacun d'entre nous, dans notre quotidien, et aussi dans notre vie professionnelle. Certains de ces défis sont des vrais challenges, parfois qui peuvent sembler inatteignables. On parle beaucoup de ce qui se passe en ce moment chez les jeunes qui sont déprimés par cette évolution du climat qui est engagée. Et comme c'est très bien écrit ici par Élodie Moreau, on peut être sidéré, tétanisé. Je pense que ça ne va pas, je comprends parfaitement ces émotions, et je pense que ça ne va pas nous aider. Et qu'on peut essayer de dépasser ça et d'inscrire la joie comme un repère dans notre quotidien, parce que cette joie sera un moteur extrêmement puissant, beaucoup plus puissant que toutes les émotions négatives qui pourraient nous habiter. Donc voilà, je vous ai mis cette petite citation, les pessimistes pleins d'espérance. Je trouvais qu'elle résumait bien ce que je peux entendre quand j'en discute avec vous, c'est-à-dire que vous êtes conscient de ce qui se passe, et néanmoins vous dites, on va faire le job. Diapositive suivante, s'il te plaît. On a déjà pris 1 degré, ça c'est fait. Et ça va s'accélérer parce que les océans vont cesser, on ne sait pas quand, de jouer leur rôle d'amortisseur. Tu peux mettre la diapositive suivante. Alors, j'ai travaillé pendant un moment à Marrakech. Je peux vous dire que le petit écart qu'il y a entre la région de Lyon et la région de Marrakech, c'est quelques degrés, ça peut sembler pas grand-chose, mais ça transforme radicalement tout. L'agriculture, la culture, les paysages, l'économie. Donc on vous a mis quelques photos pour que chacun mesure ça. Aujourd'hui, on considère que si on ne fait rien, et c'est ce qui semble se passer, on va
assez rapidement se rapprocher du climat de Madrid. Je ne sais pas si vous êtes allé à Madrid, mais c'est pas la même ambiance qu'à Lyon. Donc nous, on se dit que en tant que bailleur social, on a la chance de pouvoir agir. Tu peux mettre la diapositive suivante. L'enjeu est simple, on doit diviser par 5. Alors, pour ma part, j'ai réfléchi à des trucs que j'ai réussi à diviser par 5 dans ma vie. Très franchement, pour l'instant, je n'ai pas réussi beaucoup d'actions. Essayer diviser par 5, c'est pas évident du tout. Alors, néanmoins, tu peux mettre la diapositive suivante. En tant que bailleur social, on a la chance d'être d'abord les premiers pollueurs. 75% des déchets en France viennent du monde du bâtiment. Donc là déjà, on a un premier truc sur lequel on peut agir. Et puis il y a un autre sujet, c'est que pendant les 50 années de durée de vie d'un bâtiment, si on prend l'instant zéro quand on commence les travaux, et puis 50 ans après, 50% des émissions de gaz à effet de serre, elles se font lors des 2 années de construction. Et puis 25% des émissions de gaz à effet de serre, elles se font lors des réhabilitations ou de l'entretien de l'immeuble. Et puis il y a seulement 25% qui reposent sur la consommation énergétique de l'immeuble. Ça veut dire, c'est pour ça que je vous ai fait ce petit schéma, on a l'impression que c'est optimiste, mais si on arrive à dégager des émissions de gaz à effet de serre de l'acte de construire et de réhabiliter, déjà là on a enlevé 75% des émissions de gaz à effet de serre. Donc quand je vous disais divisé par 5, on voit que quand on met du biosourcé, je vous rappelle, si on prend du biosourcé, en plus on est en train de fixer du carbone dans le bâti. Donc ça a un effet positif. Donc on voit qu'on sait faire. Je vous livre une petite anecdote aussi. Le quartier de Vèze, à Lyon, c'est le plus grand quartier d'immeubles en Europe construit en terre. On sait faire. Diapositive suivante, s'il te plaît. Alors, comment faire? Donc ceux qui travaillent à la DAD connaissent ce petit refrain. J'en ai parlé encore au GIE récemment. On travaille beaucoup avec notre tête, notre intelligence. Dans les écoles, on nous apprend tout le temps, allez, réfléchissez, tac, tac, dans la tête, tout se passe dans la tête. Là, l'enjeu, c'est de rééquilibrer entre notre cœur et notre corps. Et je vous propose, pendant ces imaginales de l'habitat fertile, de laisser parler votre cœur. Et vous allez voir, on va aussi, pour ceux qui seront dans les ateliers, vous faire un petit peu travailler avec votre corps. Toutes les personnes qui travaillent sur le sujet de la grande transition disent que l'équilibre est là. Savoir moins mobiliser nos têtes, en tout cas, savoir plus mobiliser notre cœur et notre corps. Et pour tous ceux qui participeront aux ateliers, pour toutes les personnes qui bossent chez S Métropole Habitat, tous nos partenaires, juste vous inviter aussi, quand on travaille ensemble, à l'inscrire sur ces 4, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, 4 valeurs, 4 directions. La première qui est celle du low-tech. Tout simplement parce que nos locataires, demain, ils n'auront pas plus d'argent qu'aujourd'hui. Que nous non plus d'ailleurs. Et du coup, accessoirement, quand on construit des immeubles avec des équipements embarqués, ultra performants, et que ça amène une surcharge sur la quittance, je vous garantis, ils n'auront pas les moyens. Et accessoirement, nous, la plupart du temps, on n'arrive même pas à les entretenir. Pourtant, on essaie. Mais parfois, c'est trop compliqué, c'est tout. Donc une approche low-tech, et puis accessoirement, derrière l'approche low-tech, il y a un autre truc qui se glisse, c'est qu'on va utiliser d'autres matériaux qui seront plus sains, et ce qui fait que les personnes vont vieillir ou grandir en bonne santé dans nos logements. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, parfois on rentre dans un bâtiment, et on se dit « Ah punaise, je me sens bien là !» Comme par hasard, ça va être un chalet en bois, ça va être une construction en terre, je ne sais pas si vous voyez, c'est ferme, il fait frais là, en été. Les matériaux conditionnent beaucoup de choses, l'hygrométrie mais pas que. Je ne vais pas rentrer dans un débat sur les flux énergétiques et compagnie, mais juste de dire que quand on va dans le low-tech, on amène d'autres qualités dans le logement. Le deuxième point, je pense qu'il est fondamental. Chez EMH, on se disait, allez, on fait une coloration par projet, à savoir une innovation. Mais là, on se dit non, ça c'est stop. Ce qui marche, on généralise, voilà, c'est tout simple. Ça fait des centaines d'années qu'on sait faire certains trucs. On va arrêter de courir après l'échalote, là, sans arrêt. On va faire mieux, ça va être encore plus technologique.
Là, non. Là, c'est pas du tout ça le sujet. Juste qu'on se calme un peu, et ce qui est déjà là, qu'on généralise le plus rapidement possible. Si ça marche. Merci Patricia. Donc, généralisation des bonnes pratiques. Un autre point, la philosophie de la rupture. Je reviens sur diviser par 5. Il y a plein de trucs, ça ne marchera pas si on fait comme avant. Ça, il faut accepter. Je pense que si on est aligné sur cet enjeu tête, cœur, corps, ça va se faire en douceur. Si on fait comme on essaie de faire dans les imaginales de l'habitat fertile, en concertation, les entreprises qu'on associe, si vous nous dites non mais là les petits loups, vous avez complètement fumé la moquette, on va vous écouter. Mais néanmoins, on va essayer d'aller le plus vite possible. Et si on discute, si on concerte, cette philosophie de la rupture, on va pouvoir l'engager rapidement. Et j'insiste juste sur ce point, il doit y avoir des ruptures. Donc je ne sais pas si le béton bas carbone, c'est une rupture, ou si au contraire c'est le monde d'avant qui résiste. Je veux juste te dire que si le béton bas carbone, en fait c'est le monde d'avant qui résiste, peut-être il faut juste accepter de lâcher ce truc. Voilà, c'est une rupture. Je continue donc avec le dernier point qui est sûrement le plus important, en tout cas dans notre quotidien. On faire avec. Et puis avec, il y a plein de choses qui suivent. D'abord les locataires, bien sûr. Ensuite, tous nos partenaires. C'est pour ça qu'on fait les imaginaires, entre autres. Faire avec le patrimoine naturel. Faire avec le patrimoine tout court. Même si je pense que devrait peut-être un petit peu se mettre en retrait pour qu'on puisse assurer certains objectifs environnementaux. Faire avec les usagers de demain, les enfants, on en a parlé, les jeunes. Faire avec tous les locataires qui attendent un logement social. Donc faire avec. Et puis faire avec, ça tire à un autre point qui est à mon avis la clé de voûte des changements qu'on engage, c'est le réemploi. Le réemploi, c'est le chasse-neige de tous les autres sujets. Parce que quand on réemploie, on est en train de dire à chacun d'entre nous, tu as de la valeur. Parce que chacun d'entre nous, c'est très bien conserver, réemployer. Et quand on jette tout par-dessus bord, on entend un message philosophique qui est extrêmement négatif. Donc juste de dire que le réemploi, c'est sûrement un point qui va rester représenter une partie des projets, mais néanmoins qui sera extrêmement important. Donc, une approche low-tech, généralisation des bonnes pratiques, philosophie de la rupture et faire avec. Si toutes les personnes qui participent aux ateliers, si à chaque fois que vous avez envie de nous interpeller, vous pouvez repenser à ces 4 petits items, ça serait super. Tu peux continuer s'il te plaît. Alors, juste pour se faire plaisir, je n'ai pas mis Baptiste Morisot, mais bien sûr, c'est une grande source d'inspiration. Et voilà, je vous en ai mis d'autres parce qu'elle me semble pouvoir nourrir ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent. D'abord, la question de la solidarité. Ensuite, le penser global, agir local. J'aime beaucoup cette phrase. Je pense que notre capacité, ce qu'on va faire ici, ce qu'on va faire pendant les Imaginables, c'est valide, c'est valable sur la métropole lyonnaise. C'est peut-être pas valable à Saint-Étienne, c'est peut-être pas valable à Bordeaux, c'est peut-être pas valable à Marrakech. Juste de dire que notre propos, il doit être local et qu'on doit être fier de notre culture et qu'on peut y aller à fond quand on s'appuie sur ce sujet-là. La nature, on en a parlé, je ne reviens pas là-dessus, Satish Kumar. Et le dernier point, qui me semble, ça aussi c'est un chasse-neige, l'égalité femmes-hommes. Je pense tant qu'on n'est pas dedans, en fait, il y a plein de trucs, on va en parler, ça sera du blabla. Donc juste de dire que c'est sûrement quelque chose qui doit nous animer dans tous les débats. Je rappelle juste que toutes les études montrent qu'un homme n'hésitera jamais à couper la parole à une femme et que l'inverse par contre est pas tout à fait vrai. Une femme se laissera beaucoup plus volontiers couper la parole. Donc dans les débats qu'on va avoir, soyez attentifs à ça s'il vous plaît, pour que cette égalité femmes-hommes, elle irrigue toutes nos réflexions. Maintenant, le programme. Merci. Donc 3 temps pour s'inspirer, s'ouvrir, se faire du bien, respirer. L'infertile numéro 1, donc vendredi 13h-14h. Alors je ne vous cache pas que je suis encore complètement en admiration devant les invités qui viennent. Donc j'en profite pour leur dire un immense merci. Sophie Ricard, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est avec M. Bouchin, une des personnes qui porte la question de la permanence architecturale. Adrien Gros, qui engage beaucoup de choses chez Aquitanis, sur la question de la concertation. Et puis un locataire d'Est Métropole Habitat qui a accepté de se joindre à nous, M. Arzac,
Je n'ai pas vu si vous étiez présent. Ah, super, merci. L'infertile numéro 2, donc une conception frugale, bonne pour la santé et pour la planète. Marine-Jacques Leflèvre, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette agence. AZC, Atelier Zéro Carbone. Ils font un travail qui est, que je trouve complètement dingue. Donc, elle a eu la grande gentillesse d'accepter de venir. Arnaud Miss, qui travaille chez Crater, forcément, on parlait de partenaires. Ils sont hébergés à l'ENSAG à Grenoble. Et Fabrice Denis, donc, qui représentera Bouygues Bâtiment. Donc ça va être une confrontation qui va être aussi très intéressante. Et puis on termine donc, avec la biodiversité. Donc Hugues Mouret, Johan Ratinet et Jean-Marie Fournier. Dans la préparation de ces expressos, ils se sont déjà bien écharpés. Ils sont, je crois, bien motivés pour nous amener des belles idées. Voilà. Ensuite, on va avoir 10 ateliers. Je ne vais pas les lister parce que je pense que les sujets, vous les connaissez. C'est juste de vous dire que dans chacun de ces ateliers, il va y avoir 6 à 10 personnes, dont des experts qui ont accepté de se joindre à des collaborateurs d'Est Métropole Habitat. En gros, il y aura 3 collaborateurs de MH et des personnes qui viennent d'horizons très variés et qui vont du coup, sur une méthodologie qu'on vous a préparée, débattre de tous ces sujets avec comme objectif de donner des nouveaux objectifs à Est Métropole Habitat. On commencera à les annoncer lors de la plénière de clôture. Et puis sinon, en janvier, on vous enverra un petit livret qui résumera tout ce qui a été produit ici pour qu'on travaille en mode 2.0, que toutes les personnes qui ont envie d'utiliser tout ça puissent le faire très, très facilement. Donc les 10 ateliers, là ça va être des moments assez intenses qui vont se dérouler à partir de demain. Et puis, si tu peux, voilà, super, merci. Et voilà, je vous réinvite les uns les autres à être présents lors de la plénière de clôture. N'hésitez pas à inviter des personnes qui pourraient être intéressées autour de vous. Je ne balaye pas la liste des invités, ou alors peut-être juste Emmanuel Cos. Mon père, vous le connaissez. Les autres aussi. On sera accueillis par le NTPE, donc Cécile Delhomme, et puis à nouveau les cités d'or qui vont nous permettre d'avoir des perspectives inspirantes. Voilà pour le pourquoi et le comment des imaginales de l'habitat fertile. Maintenant que j'ai terminé le programme, on va passer à la tribu du verbe. Vous êtes prêts? On vous écoute. Ce sont les petits gestes qui soutiennent les grandes idées. C'est ce qui se passe au plus près, qui permet de voir au plus loin. C'est en réfléchissant la nuit que les idées voient le jour. C'est en travaillant dans l'ombre qu'on fait jaillir la ferme des lumières. Ce n'est pas parce qu'il y a des frontières qu'on ne peut pas dépasser les limites. Ce n'est pas parce qu'on est façonné barrière que demain est un modèle qu'on imite. Ce n'est pas parce qu'il y a un système qu'on ne peut pas en inventer un deuxième. C'est pas parce que la réalité s'écroule que l'imagination doit reconstruire. C'est pour que rien ne devienne stérile qu'il est nécessaire de tout rendre fertile. On n'a pas le droit de rêver. On en a le devoir. Puisque la réalité fait crever et qu'on finit par le savoir. Terminer les dénis de fuite. Regardons les choses en face. Il n'y aura pas de suite si les choses restent en place. Coupons le pétrole, pas la parole. Vient de se finir la COP 26. On commémore le 11 novembre. Pour la planète, pas d'armistice. On glisse et se précise le précipice où tout tombe et se démembre. Comment peut-on rester stoïque? Vous avez un projet stratégique. Vous engagez un ping-pong écologique. Vous vous préparez à être héroïque.
Ne plus reproduire, ne plus imiter, réinventer les services de proximité, imaginer des espaces mieux habités, faire de l'habitat social une opportunité pour que ce monde fracturé trouve l'unité. La saleté appelle la saleté, la beauté appelle la beauté. Pour comprendre ces choses simples, il nous a fallu tout ce temps, tenaillé souvent par cette envie de faire tout sauter, avec cette impression de devenir des étrangers sur notre propre planète, tous E.T. Mais aujourd'hui, on est tous ici. Et ici, c'est demain. Ici, nous ne sommes pas le 16 novembre 2021. Nous sommes plus loin. Nous sommes des grands pas sur un nouveau chemin. Nous ne sommes pas aujourd'hui, nous sommes demain. L'avenir que l'on poursuit est à portée de main. Demain, c'est tout de suite. Demain, c'est notre quotidien. Demain, c'est maintenant. Tous acteurs du changement, c'est notre plus grand défi. Oui, demain, c'est aujourd'hui. De demain à hier, aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir y apporter notre pierre, d'y faire grimper notre lierre. La page blanche est comme une friche. Agir pour les pauvres quand la planète est détruite par les riches. Un tellement. Un espace vierge à investir, une envie, un élan mis en fiche, un territoire où écrire, une histoire à construire, du spectacle vivant au spectacle du vivant. Est métropole et le poète se complètent. C'est abri qu'elle bâtisse, c'est grâce à lui que le poète peut faire entendre la beauté de la pluie. Elle construit la ville, le poète la raconte, et les mots s'assemblent au mur quand le fleuve se remonte. On court après le sens, quand se lance l'écho de l'éloquence, quand dans l'éclat des mots, les idées viennent éclore encore et encore, jusqu'à l'incandescence, et que prendre la parole devient presque une danse. Demain n'a plus le temps. Demain attend qu'on lui donne sa chance. Demain attend depuis si longtemps, depuis qu'il a entendu le silence du printemps. Ici, tout change pour que tout continue. Ici, on échange de nouveaux contenus. C'est un pari fou. C'est un pur effort. Pour accélérer le mouvement, il va falloir inventer de nouveaux métiers. Donc, Est Métropole Habitat va recruter un directeur ou une directrice adjoint à la proximité et à la tranquillité des abeilles pour veiller à la production de miel à grande échelle. Un dessinateur ou trice de cercles vertueux de vitalité et de convivialité, et aussi des manucures de pieds d'immeubles. Des bergers pour les vergers et la gestion pastorale des espaces verts. Des jardiniers de façade amazonienne. Des gestionnaires du bien-être. Des innovateurs de bienveillance et de confiance. Et, on vous prévient, vous allez tous devenir gardiens. Gardiens du phare, quand le bateau largue les amarres. Gardien de but qui tient les objectifs, qui chaque jour lutte pour ses impératifs. Gardien du sommeil, de nos nuits, parce que vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Est Métropole Habitat n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. HLM, à mourir. Attention, certains pourraient se dire... C'est quoi cette ambition-là de réinventer l'humain? Ils ont fumé la moquette, hein. Ils prétendent faire du logement alors qu'ils ont une case en moins. On peut répondre en levant le poing. C'est pas avec des si qu'on décide. Dans la densité, faire des cités d'or et pas des cités dortoirs. Rêver, c'est réaliste. C'est s'aérer l'esprit. C'est ça ou errer sans espoir. C'est ça ou répéter les mêmes erreurs. C'est ça ou rien. Rêver, c'est la résurrection qui vient. On n'a pas le droit de rêver. Mais on a le devoir d'y croire. Demain n'est pas un autre jour. Demain doit être d'un nouveau genre. Vulnérabilité mutuelle. Notre maison brûle, alors le jeu en vaut la chandelle. Demain, ici se construit par nos habitudes, nos pratiques, notre consommation, notre éthique, nos projets, nos envies. Il y a tant à faire et l'on touche du bois. Même si parfois l'on désespère, avec l'impression d'avancer trop timide, du haut d'un balcon, de parler dans le vide. Et pourtant, en tendant l'oreille, on entend les échos, les échos. Les échos responsables de nos consommations, des solutions plus efficaces, plus cohérentes, plus rapides. Avant, on avait l'envie d'avoir envie, sans savoir de quoi il pouvait s'agir. Maintenant, on a l'envie d'agir et ça donne envie d'être en vie. L'imagination,
c'est le vouloir. La construction, c'est le pouvoir. Entre îlots de fraîcheur et chaleur humaine. À la recherche de la température idéale, dans la galaxie citoyenne, un Big Bang s'installe, une constellation d'acteurs traverse son ciel. Collaborateurs, locataires, collectivités, partenaires, tous ici s'assemblent pour agir ensemble. Agir ensemble, faire l'alliance. Des pessimistes pleins d'espérance. Pas de précarés, mais des champs de compétences, orchestrant les aspirations, harmonisant les situations, prenant des notes pour mettre en musique chacune de nos pratiques, les mettre à la portée du corps des habitants, les forces démultipliées par 5, les additionner sans diviser. L'art fait ses preuves quand le quartier fait œuvre. Agir ensemble, c'est se rencontrer, échanger, dialoguer, et changer le social et son impact. Être soucieux de nos actes, souscrire de nouveaux pactes. Agir ensemble, c'est impulser la confiance. De tous prendre conscience. Fresque low-tech pour faire avec, car l'urgence n'est pas que climatique. La vigilance n'est pas que démocratique. Tout est lié. Et le lien, c'est tout. Tout est lié. Et le lien, c'est nous. Tout est à nous. Le tien, c'est le mien. Le mien, c'est le tien. Tout se tient. Tissé de milliers de liens. Qui veut la paix prépare la guerre. Non. Qui veut la paix répare la terre. Soyons colossales et sidérales. Il faut faire vite, notre temps est compté, penser global, agir local. C'est une course en solidaire où l'on ne fera pas l'économie du social. L'économie circulaire. L'écologie volontaire. Les produits locaux, des locaux rajeunis, des circuits courts, sans court-circuit. Du troc, du prêt, des recycleries, de la qualité à petit prix. Des jardins potagers. Des avis partagés. Des envies propagées. Du festif, du culturel, de l'événementiel. Une ergonomie mature. Ça se tente. En harmonie avec la nature. Même si parfois on se plante. Ici, aujourd'hui. Tissons des réseaux à l'échelle du piéton. À pied ou à vélo, en velin, l'atmosphère décarbonons. Ici, aujourd'hui, il est permis d'agir. Permis d'oser, permis d'accompagner, permis d'éco-construire. Permis de conduire vers l'avenir, réinventant les codes de nos routes, s'épaulant, effaçant les doutes. Ici, aujourd'hui, on participe actif au mode de décision, participatif et plein de compréhension. Ici, aujourd'hui, on habite le changement, on incarne le mouvement. Dans la prospection, tout est imaginable. L'intérieur se digitalise. De la construction, vous êtes les images géniales. L'extérieur se végétalise. Ici, s'ouvre l'espace des possibles pour un monde spacieux et paisible. Où chaque force est de proposition. Où s'amorce cette douce révolution, ce cercle inclusif du vivant dans la ville. Qui dévale dans la salle, s'installe et instille des idées, des pensées, des nouveaux modèles. Des nouveaux modules pour transformer les pratiques, transcender les politiques, dessiner nos demain, nos destinées, nos chemins. Que tout un chacun tient au creux de ses deux mains. Ici et maintenant. Cette dynamique, insufflons. Ici et maintenant. Notre quotidien réinventons. Ici et maintenant, partageons nos visions. Partageons nos passions. Toutes nos idées, de la technologie la plus avancée à tous nos systèmes dédiés à un avenir meilleur. Cessons d'avoir peur. Croyons au confort. Ensemble, nous sommes plus forts dans l'équilibre du cœur et du corps. Ici et maintenant, invitez-vous. Inventez-vous. Surprenez-nous. Surprenez-vous. Et tentez de bouger les lignes. Trouver les signes. De ce futur qui nous fédère. Qui nous fait dire que tout reste permis. Que tout reste possible. C'est une image originale. C'est une magie inaugurale. Rêver, c'est utile. Ouvre. Ouvrez. Ouvrons les imaginales de l'habitat fertile. Nous sommes le 16 novembre 2021. À Vaux-en-Velin, à l'ENSAL, Mixomaprose, Cocktail Molotov, la tribu du verbe, et c'était du slam sur mesure. Un grand merci à la tribu du verbe pour ce joli moment pour achever cette plénière d'ouverture.
Bon, je vois qu'avec les 7 adjectifs en hal, j'ai un petit peu de boulot avant d'arriver à votre niveau. Mais c'est un début, j'espère que vous aurez noté. Écoutez, je vais vous prononcer les quelques mots de conclusion et puis ouvrir ces 2 semaines de réflexion. Donc à toutes et tous, je souhaite 2 semaines de débats riches et enlevés, des contributions étonnantes, des propositions hors des sentiers battus. Un peu d'introspection aussi, peut-être, sur nos comportements individuels et collectifs. En tout cas, je vous souhaite de l'imagination fertile. Et pour vous paraphraser, je dirais surprenez-vous et surprenez-nous. Je vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines à l'ENTPE pour les engagements d'Est Métropole Habitat. D'ici là, bonne réflexion.